Bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, en ce 19 décembre 2024. Très heureux d'avoir Dr. Annie Sasko avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous, Dr. Sasko? Très bien, merci. Donc, juste pour partager votre page LinkedIn, vous disiez qu'elle n'est pas à jour, mais donc vous êtes l'ancienne chef de l'épidémiologie de la prévention du cancer au Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. C'était de juillet 83 à septembre 2005, donc ça fait quand même plusieurs années. Ben, Donc, j'ai passé 22 ans au cirque, dont ouais. 9 années en tant que créatrice. C'est moi qui ai créé cette unité d'épidémiologie pour la prévention du cancer, puisque je pensais que l'épidémiologie doit vraiment être un outil, voire une arme, pour essayer de lutter contre le cancer. Oui, on parle de Voilà, guerre du c'est pendant cancer. 9 ans. On parle de guerre du cancer depuis Richard Nixon. J'ai écrit sur le docteur Samuel Epstein. Je ne sais pas si vous l'aviez connu, Oh champion. oui, je l'ai connu, je l'ai très Ouais. bien connu. Et d'ailleurs, quand il m'écoutait, il était toujours surpris que, venant de l'OMS, je parle d'une façon aussi franche, en particulier sur les cancérogènes dans l'environnement. Ben, c'est justement pour ça que je vous ai invité. Je suis vraiment très touché que vous acceptez mon invitation. Dr. Epstein, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai son livre The Safe Shopper's Bible, la Bible du consommateur prudent. Il a créé la Coalition de la prévention du cancer. Il était professeur à l'Université de Chicago et il disait que la guerre contre le cancer lancée par le président Nixon était un échec. Il dénonçait l'Institut national du cancer qui blâmait les victimes en disant bah, c'est parce que vous n'avez pas des bonnes habitudes de vie. Donc, l'Institut du cancer, l'industrie du cancer est en conflit d'intérêt avec les compagnies pharmaceutiques et les manufacturiers qui produisent des substances cancérogènes. Mais juste pour vous dire un peu pourquoi je vous ai écrit récemment, moi, je viens d'être diagnostiqué avec un cancer de la prostate, j'ai 62 ans. J'ai eu une ablation il y a un mois et cette semaine, j'ai appris que je n'ai plus de cancer. Donc, un mois après la chirurgie, mon PSA est à 0,02. Mon chirurgien, docteur Sanchez Salez à McGill, me dit qu'on va faire des suivis, mais que je suis libéré. Mais évidemment, je me suis demandé, moi j'écris sur la prévention du cancer comme journaliste en habitation saine depuis 89. Et j'ai eu des graves maux de dos dans la vingtaine, donc je fais très attention à ce que je mange, je suis sportif, etc. J'ai pris des suppléments de sélénium et autres pour prévenir le cancer de la prostate et je constate qu'on ne peut pas tout contrôler, évidemment. Et donc, ce que je voulais vous demander aujourd'hui, c'est qu'on parle un peu de l'incidence de certains cancers qui augmentent. Je crois en particulier chez les jeunes, des cancers plus agressifs. Commençons par vous demander quels sont ces cancers qui sont en augmentation, pas seulement parce qu'on vieillit et parce qu'on diagnostique mieux et de façon plus intense les cancers. Bon, donc je vais répondre à la question finalement générale de est-ce que le cancer, c'est vraiment un phénomène nouveau? On en parle beaucoup aujourd'hui. Vous en parlez, et je parlerai plus en détail, notamment du cancer de la prostate. Mais je voudrais rappeler à tout le monde qu'en fait, le cancer, il existe depuis toujours, puisque même sur des squelettes de dinosaures, donc avant même l'apparition pratiquement de l'humain, il y a des cancers qui ont été découverts. Donc, la maladie cancéreuse, elle existe depuis toujours, depuis qu'il y a une vie au moins multicellulaire. Mais ce qui a changé au fil du temps, au fil des siècles, et on verra plus en détail au fil des années récentes, c'est la fréquence des cancers. C'est le fait que autrefois, le cancer était une maladie relativement rare et même très rare dans certaines populations, alors qu'aujourd'hui, elle va toucher presque tout le monde.
Elle touche dans les pays occidentaux un homme sur deux, une femme sur trois au cours de la vie. Donc il y a eu une augmentation considérable et ce n'est pas uniquement parce que maintenant on les diagnostique alors qu'avant on ne les diagnostiquait pas. Et cette Alors une partie augmentation, de je cette m'excuse, augmentation, est-ce que c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu vraiment une explosion? il y a eu, ça s'est accéléré avec la vie industrielle, donc depuis la fin du 19e et particulièrement au cours du 20e siècle, ça c'est évident, où de plus en plus on a diagnostiqué des cancers, tous les cancers, et en particulier le phénomène le plus récent, on va rentrer dans les périodes récentes, c'est que non seulement il y a de plus en plus de cancers, mais qu'ils apparaissent de plus en plus tôt, donc chez des adultes plus jeunes qu'autrefois, et qu'en particulier, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est qu'il y a une augmentation des cancers de l'enfant, de l'adolescent. Là aussi, ces cancers-là, il y en a toujours eu, mais là, vraiment, au cours des 30, 40, 50 dernières années, mais surtout des 20 dernières années, 30 dernières années, pour les cancers de l'enfant, il y a une augmentation très régulière. Et ce n'est pas à cause des techniques de dépistage plus intenses. Là, chez les enfants, on ne les cherche pas, les cancers. Non, je pense que le rôle du dépistage plus intense ou de meilleur diagnostic, ça joue très clairement un rôle chez les personnes les plus âgées. Autrefois, une personne à partir de l'âge de 70 ans, même si on soupçonnait un cancer, ça dépendait du cancer, mais on ne faisait pas réellement des recherches. Par exemple, une tumeur du cerveau, on n'allait pas faire une petite craniotomie pour prélever une tumeur et voir s'il y avait un cancer. Donc, pour les Mm. personnes très âgées, c'est sûr que maintenant, on en diagnostique davantage. Mais par contre, chez l'enfant, il y a longtemps qu'on a quand même essayé de comprendre ce qui se passait. Et donc, s'il y avait eu le type de cancer chez l'enfant que l'on voit aujourd'hui, on les aurait trouvés. OK. Alors, après, ça va nous amener à discuter des différentes causes de cancer Ouais. et notamment de l'aspect génétique qui joue pour l'enfant très jeune un rôle particulier où là, il y a certains gènes spécifiques qui peuvent être mutés et qui vont donner des cancers chez les enfants très jeunes. Par Quel exemple, lorsqu'on a pourcentage? des tumeurs comme le rétinoblastome qui touche la thyroïde, la rétine, là, ce sont vraiment des causes génétiques. Mais ces causes génétiques, elle ne touche que quelques pourcents des cancers, mais en ayant un rôle plus important chez l'enfant très jeune que chez l'adulte. Est-ce que c'est 5 à 10 tant chez les enfants que les adultes, la portion génétique? Non, chez les très très jeunes enfants, si on prenait vraiment les premières années de la vie, là, ça sera plus. Il y a une surreprésentation des tumeurs comme le rétinoblastome, la tumeur de Wilms, qui est une tumeur rénale, que l'on ne voit pas dans les autres populations. Mais après, la partie responsable par la génétique, par exemple dans le cancer du sein, on va là encore avoir des cancers du sein chez les femmes qui sont porteuses des gènes BRCA1 ou BRCA2. C'est des femmes plus jeunes, dès l'âge de 25 ans, que après la ménopause. Donc, lorsqu'il y a un terrain génétique, là, on voit des cancers beaucoup plus précoces. Mais qu'actuellement, on diagnostique beaucoup de cancers, toute une variété de cancers chez des sujets de plus en plus jeunes, là, ce n'est pas la génétique pure et dure, donc vraiment un gène muté, que ce soit un gène suppresseur de tumeurs, un gène proactivateur, un gène de réparation, toutes les catégories possibles et imaginables. Ça ne joue pas tellement au niveau global. Alors là où il peut y avoir un effet plus général, c'est par l'épigénétique, où là le gène n'est pas physiquement modifié, mais va agir différemment sous l'influence d'autres facteurs, et en particulier des facteurs environnementaux. Qui Donc, vont, en qui- général, si on met tous les cancers dans un sac,
il y en a à peu près 10-15% maximum qui sont réellement liés à un terrain génétique. Et OK. après, donc les autres, après, il y en a 30-40% qui sont liés au mode de vie de l'individu, donc à des facteurs que l'individu peut plus ou moins changer. Et puis après, le reste, dont pendant longtemps on a dit qu'on ne savait pas, 50% des cancers, en fait, là, c'est là que l'environnement semble jouer un rôle parce que on pense qu'il n'y a pas de maladie sans aucune cause. Il faut bien que quelque chose déclenche la survenue d'un cancer. Là, Mm. c'est tout le rôle de l'environnement. Et Mm. là-dessus, au cours des 50 dernières années, petit à petit, on a étudié de plus en plus de facteurs. Mais Justement, pour avant d'arriver aux causes, justement, est-ce que vous pourriez me dire, depuis les années 70, quelle est l'augmentation globale de l'incidence du cancer chez les enfants et les adultes? J'avais vu que chez les enfants, c'est environ 1% par année. Ben oui, ce qui fait en 20 ans quand même 20% d'augmentation. Enfin, en plus, là, les données sont relativement restreintes. Ça, ce sont des choses qu'on a pu étudier que dans des populations qui ont des registres du cancer, Mm. qui couvrent toute la population dès la naissance. Donc là, ce sont surtout les registres du cancer des pays nordiques qui ont permis de suivre au mieux ce type d'évolution. Dans beaucoup de pays comme la France, par exemple, les registres de cancer, au départ, n'ont été que des registres de l'adulte. Après, on a eu un registre des cancers aussi pour les tumeurs de l'enfant. Mais ces tumeurs de l'enfant, quand elles surviennent surtout très tôt, sont mal prises en compte souvent par les registres. Parfois, on les retrouve dans les registres des malformations congénitales, qui eux, automatiquement, s'intéressent au nouveau-né et à l'enfant très jeune, mais c'est difficile d'avoir un très grand recul sur l'évolution de façon précise. Vous parlez Par des contre, pour les registres, tumeurs de l'adulte, ça, on a beaucoup plus de données. d'accord. Vous parlez des registres de tumeurs. J'ai vu qu'au Canada, on a 10 provinces et c'est un problème. Le rapportage varie d'une province à l'autre, donc c'est difficile de comparer les provinces entre elles. Moi, j'ai commencé ma carrière comme journaliste en 88 au quotidien de Gazette à Montréal. Et j'ai écrit sur une petite fille qui avait la leucémie, qui avait besoin d'une greffe. Elle est décédée. Ça avait bouleversé tout le Québec parce que le quotidien La Presse avait repris l'affaire. Et donc, je m'intéresse aux causes environnementales depuis cette époque, les champs magnétiques et les pesticides. On m'avait parlé à l'époque. Mais j'avais cherché dans les données de Santé Canada, l'Agence de de santé publique du gouvernement fédéral. Et j'avais été estomaqué parce que chez les enfants de 0 à 4 ans, 5 ans à 9 ans, 10 ans à 14 ans, le Québec, l'année où j'ai regardé, je crois vers 2007, on était au premier rang dans les trois catégories d'âge pour tous les jeunes Canadiens. Ça a changé par la suite, mais c'est après que j'ai découvert que ça variait beaucoup la qualité des données. Mais c'est quand même inquiétant. Ben, au Québec, on a une distinction, c'est qu'on chauffe à l'électricité. On peut y arriver par la suite, en fait, les champs magnétiques. Mais ce que je veux vous demander, c'est, vous, Annie Sasco, quels sont les cancers en forte augmentation chez les enfants et chez les adultes de moins de 50 ans, les cancers plus agressifs, qui vous inquiètent particulièrement ces dernières années? Ben, chez les enfants et les adolescents, finalement, les cancers les plus fréquents, passés les 2 premières années, où là, c'est essentiellement la génétique qui joue un rôle, ce sont les leucémies et les lymphomes, qui fort heureusement sont beaucoup mieux traités Oui. maintenant qu'il y a 20 ans. Donc la mortalité, heureusement, n'est pas trop importante, mais néanmoins, tout enfant qui a été traité pour un cancer va avoir à long terme d'abord un risque de deuxième cancer qui est beaucoup plus élevé, puis tout peut être stérile si la Oui. chimiothérapie a été utilisée sans faire un prélèvement. Chez les adolescents, on préfère quand même conservation du sperme ou prélèvement d'ovules avant, mais c'est rarement fait, malheureusement. Et donc, plus pour le facteur psychologique, pour les enfants qui doivent avoir une greffe de moelle, qui vont rester dans des bulles stériles
en voyant leurs parents à travers un scaphandre. Enfin, donc c'est quand Traumatisant. même un vrai drame. Et puis, un autre type de tumeur qui augmente, ce sont notamment les tumeurs du cerveau, même si elles restent fort heureusement encore des tumeurs rares, mais quand même, elles paraissent augmenter, notamment chez l'adulte. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que si on met toutes les tumeurs du cerveau dans un ensemble, il n'y a pas une augmentation majeure, mais on voit par contre augmenter de façon très nette le glioblastome, qui est la tumeur du cerveau la plus agressive que l'on puisse avoir. Donc, non seulement il y a plus de cancers, mais il y a des cancers qui ont une plus grande agressivité. Là, pour l'instant, l'explication, on ne l'a pas, mais on sait que, en général, finalement, plus un cancer survient tôt au cours de la vie, plus il va être agressif. Donc, cancers, quels qu'ils soient, le sein, la prostate, le côlon, peu importe, un cancer qui survient chez un sujet jeune, un adulte jeune, va être beaucoup plus agressif qu'un cancer chez la personne âgée. Donc finalement, quand on vieillit, tout ralentit, y compris les cancers qui, eux aussi, ont plus de mal sans doute à se développer. Donc, comme on ne peut pas faire un vieillissement accéléré, je ne pense pas que ce soit une solution. Cette agressivité des cancers mérite d'être beaucoup mieux étudiée pour voir pourquoi il y a des cancers pratiquement les plus agressifs qui sont, d'un point de vue évolutif, sélectionnés en quelque sorte. Hmm. J'ai connu quelques parents d'enfants qui ont eu le cancer et on voit, c'est vraiment des drames pour les familles. Souvent, les couples se brisent. Bien C'est sûr. c'est très, très difficile. Et parlons de cette question-là quand Dr. Epstein disait Don't blame the victim. Si je vous demandais à vous, globalement, les habitudes de vie versus la pollution, euh, on sait bon, il y a la malbouffe, les gens sont plus sédentaires, hein, on est assis tout le temps. Moi, je me demande, c'est parce que je suis journaliste trop assis, même si je joue au tennis et je fais plein de sports. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? L'épigénétique, vous parliez de ça tantôt. Donc, c'est des facteurs externes qui vont modifier l'expression, hein, comment les gènes se manifestent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, d'après vous, donc, ces cancers chez les jeunes, est-ce qu'ils ont augmenté davantage à cause de nos mauvaises habitudes de vie ou à cause de la pollution? Est-ce que c'est 50-50? C'est difficile, on ne le sait pas, évidemment. Non, ben, le rôle relatif du mode de vie versus de l'environnement, c'est une très très grande question à tous les âges de la vie. Les facteurs qui dépendent de nous, par exemple, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, faire de l'exercice physique, manger relativement bien, bon, on peut dire que ça dépend de l'individu et certainement ça joue un rôle tout au long de la vie. Euh, Est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont vraiment exposés en termes de mode de vie de façon différente des enfants d'avant? Oui, en partie. Je pense qu'ils font moins d'exercice physique, ils vont Ouais, rarement à l'école à pied ou en vélo. ouais. Euh, la nourriture, ben, c'est celle-là même que les parents. Donc évidemment, il y a eu une évolution vers des nourritures ultra transformées qui n'est pas la meilleure qui soit pour l'individu. Le tabac, bon, les gamins, ils ne fument pas encore. Les ados, ils commencent à fumer, mais moins qu'avant. Donc, je pense que ces facteurs traditionnels qu'on a toujours avancés pour expliquer tous les cancers, chez l'enfant, jouent un rôle moins important. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste, comme je le disais tout à l'heure, soit on peut dire c'est la malchance ou Dieu, Allah, peu importe le nom qu'on lui donne, l'énergie n'est pas content avec nous et donc il nous punit. Ou moi, je pense que c'est ce qui reste, ce qu'on ne connaît pas, ça ne peut venir que de l'environnement. Et alors le problème, c'est que c'est l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit,
la nourriture, enfin le sol dans lequel Ouais. pousse notre nourriture, etc. Et là, c'est des centaines, des milliers de composés que l'on mesure mal au niveau individuel. Donc pour l'enfant, on peut penser qu'évidemment, l'environnement, c'est-à-dire la maison ou l'appartement dans lequel l'enfant vit, va jouer un rôle avec l'ameublement. Au lieu d'avoir des meubles en vrai bois, on a des meubles en aggloméré qui vont relarguer des produits toxiques, les vêtements qui sont traités contre les flammes, pour pas que les gamins prennent feu, les produits toxiques anti-feu, les récipients dans lesquels on prépare la nourriture, etc. La difficulté, c'est que si on prend ces éléments un par un, évidemment, on n'arrive jamais à montrer un risque parce que chacun de nous va être exposé à tous ces facteurs toxiques dans l'environnement, les pesticides, non seulement si vous êtes un enfant d'agriculteur, mais si l'école de votre gamin est à côté d'un champ où il y a une culture intensive, où on utilise beaucoup de pesticides, les champs électromagnétiques, les ondes, qui maintenant vont être omniprésentes sur toute la planète, puisque le but de certains est qu'il n'y ait pas une seule zone blanche sur la planète, pour qu'on puisse toujours et partout être joint par téléphone, même au milieu du Pacifique. Comme je dis comme ça, si quelqu'un est en train de couler au milieu du Pacifique, il pourra téléphoner à sa famille et dire ah, je vais couler. Parce que il y ait des secours, c'est autre chose. Donc maintenant, nous baignons tous, les humains, les animaux, les plantes, dans un environnement qui a été profondément dégradé. Alors, il ne faut pas être non plus très naïf. C'est vrai que même au XVIIIe, au XIXe siècle, quand on a créé le train, les gens avaient peur du train à cause de la fumée qui s'en échappait. C'est vrai que la fumée n'était pas particulièrement bonne, mais aujourd'hui, finalement, tous les environnements dans lesquels on vit sont plus ou moins pollués. Et ce plus ou moins, certainement, joue un rôle dans la fréquence des tumeurs. Mais après, si on reprend les tumeurs de l'enfant, en Afrique, je voulais faire une étude en Afrique là-dessus. Bon, on n'a pas réussi à obtenir des financements, ça n'intéresse personne, pourtant leur milieu est encore plus pollué certainement que le nôtre, parce que grâce au règlement de l'Organisation mondiale du commerce, de la libre circulation des marchandises, les pays, sachant que d'un point de vue éthique, c'est absolument scandaleux, nous pouvons continuer en Occident à fabriquer, par exemple, des pesticides interdits qui ne pourront pas être utilisés en Europe, mais que l'on peut parfaitement exporter et donc qui seront utilisés ailleurs. Alors, bien sûr, il est prévu par la Convention de Stockholm que le pays qui reçoit doit signer un document comme quoi il sait que c'est un produit dangereux, etc., etc. Mais bon, mais c'est criminel. Donc, Vraiment. finalement, ça, c'est la difficulté d'étudier, de parler des facteurs environnementaux parce qu'ils sont multiples. Chacun mériterait une étude. Et quand on va faire des études d'expérience animale, chez l'animal, chez le rat, la souris, pour voir comment il réagit, on va étudier un produit à la fois. Et comme ça, on pourra conclure que oui, tel pesticide est un cancérigène. Mais le problème, c'est qu'on a estimé que dans une assiette normale de nourriture normale, pas bio, il y a jusqu'à 21, une vingtaine de résidus de pesticides différents. Donc, ce sont des doses qui sont toutes petites, chacune prise isolément, mais évidemment, qui très certainement ont un effet cocktail et que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça finit par faire 100 avec une Ouais. interaction. Et il y a Ça, clairement une c'est le synergie. problème. Ouais. Il y avait un grand toxicologue à l'Université de Montréal, Jules Brodeur, qui m'avait expliqué qu'on combine le toluène et le xylène et c'était vraiment presque du benzène qui cause la leucémie.
Donc, c'est ça, il y a Bien l'effet sûr, et en synergique. plus, c'est à la fois les agents chimiques, mais aussi les agents physiques. Donc, si vous avez la combinaison de l'exposition à des champs électromagnétiques ou que vous vivez sous une ligne à haute tension, il peut y avoir aussi une potentialisation d'un produit chimique qui se trouve dans votre environnement. Donc, Oui, c'est l'ensemble qui devient de plus en plus préoccupant. Et très certainement, c'est ce qui explique cette interaction, le fait qu'il y ait de plus en plus de cancers. Et puis n'oublions pas quand même, parmi les cancérigènes, parce que ça, souvent, on les ignore totalement, qu'il y a également les agents biologiques. Donc il y a certains virus qui sont cancérigènes. Les virus de l'hépatite B, par exemple, ou C, le virus d'Epstein-Barr, le virus, le SV40. Donc, il y a des virus, des agents biologiques qui eux-mêmes sont susceptibles d'entraîner des cancers. Et donc, oui. justement, en Afrique, ce que j'aurais aimé étudier, c'était l'interaction entre ces agents biologiques, parce que les gamins africains sont quand même exposés à beaucoup plus de virus que chez nous, et leur risque de cancer, pour voir ce que ça donnait par une exposition au virus eux-mêmes, différentes familles de virus, ou aux vaccins contre ces virus, etc. Donc, ça, c'est Mhm. des sujets d'actualité qui mériteraient vraiment une approche approfondie avant de balancer dans l'environnement toujours plus de produits, d'agents physiques et autres. Ouais. Vous me faites penser à cette étude du Centre de l'éthique de l'Université Harvard où on dit que bon, la Commission fédérale américaine des communications, comme la plupart des agences gouvernementales, sont capturées par les industries. Je viens d'écrire un grand dossier sur la mousse isolante d'urée formaldéhyde interdite Oui, par Santé Canada en 80. C'est un peu la même chose parce que ce sont les industriels qui siègent sur les comités avec les fonctionnaires. Dans le cas de la MIOF, les gens de Santé Canada et qui défendaient les consommateurs ne siégeaient même pas au comité qui a autorisé la MIOF. Et ça me ramène aussi comment les chercheurs et les gens comme vous qui ont osé dénoncer sont écartés par les gouvernements, par les grands médias. Là, ils sont attaqués au niveau de leur crédibilité. En 2015, je vous disais que j'étais très fier, très honoré. J'ai été invité à Bruxelles par l'oncologue parisien Dominique Bellepomme, qui organisait une grande conférence sur l'hypersensibilité chimique multiple et l'électrohypersensibilité, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer le docteur Leonard Hardell, que vous connaissez bien. Donc, ce grand oncologue et épidémiologiste, c'est la première fois que je faisais une vidéo, alors j'arrive avec ma tablette iPad et je lui demande de se présenter. Alors, il me dit, bien, à la fin des années 70, j'ai commencé à étudier la dioxine et ensuite les biphényles polychlorés, ensuite le glyphosate qu'on connaît sous le nom commercial de Roundup et ces dernières années, les radiofréquences émises par les sans-fil. Et il a toujours eu raison depuis des décennies que l'industrie attaque sa crédibilité. Toutes ces études pionnières qui indiquaient ces quatre substances étaient probablement cancérogènes. Ça s'est avéré, mais parlons un peu, dites-moi votre avis sur les deux études de l'Institut Ramazzini et du Programme national de toxicologie américain sur les rats exposés aux ondes cellulaires. Aux États-Unis, c'est l'équivalent d'un téléphone portable. En Italie, c'était moins fort, c'était l'équivalent d'une tour cellulaire. Et les critiques disent, bon, c'est des rats, on ne peut pas extrapoler ça aux humains. Croyez-vous que ça cause vraiment, parce qu'ils ont causé chez les rats, des schwannomes, hein? C'est quoi un schwannome? Schwannome, ce sont des cellules de Schwann, ce sont des cellules qui bordent finalement les nerfs et qui peuvent, on peut développer un cancer à partir d'un Schwannome. Alors oui, bien sûr, je connais ces deux études. J'ai témoigné d'ailleurs comme Private Citizens, c'est le titre, au NIHS sur Aux ces États-Unis? études.
quand Mhm. le premier rapport avait été rendu public et été ouvert à consultation publique, donc j'avais été témoigner là-dessus. L'avantage de ces études, c'est que les rats, pour une fois, en plus, ont eu la bonne idée de faire les mêmes tumeurs que celles que l'on voit chez l'être humain. C'est-à-dire, ils ont fait des gliomes du cerveau et ils ont fait des schwannomes du cœur. Donc là, on dit, ah, mais chez les humains, on ne voit pas de schwannome du cœur, mais par contre, on voit un schwannome du nerf acoustique, qui est évidemment le nerf qui est le plus exposé lorsqu'on tient un téléphone contre l'oreille. Donc finalement, les rats ont fait, dans l'étude du NIHS, des gliomes et des schwannomes, et dans l'étude de l'Institut Ramazzini, je connais aussi l'Institut Ramazzini et je suis d'ailleurs un fellow du collège Ramazzini, on fait les mêmes types de tumeurs, comme vous l'avez très bien dit, à des niveaux d'exposition beaucoup plus bas que ceux qui avaient été utilisés dans l'étude américaine. Donc, ces données, pour moi, confortent ce que l'on a en termes d'épidémiologie humaine sur l'exposition au champ électromagnétique. Et donc, quand le CIRC a fait une monographie sur l'exposition au champ électromagnétique en mai 2011, les données qui étaient disponibles à l'époque, sur le plan expérimental, on n'avait pas encore les données du NIHS ni du Ramazzini. Et sur le plan épidémiologique, on avait essentiellement les études de Hardel. Hardel a été un des premiers à étudier le risque de tumeur du cerveau pour l'exposition au champ électromagnétique. Et il avait trouvé une augmentation du risque pour les plus gros utilisateurs de portables, les plus gros utilisateurs définis en termes de la fin des années 80-90. Donc des gens qui utilisaient même pas le portable en général une demi-heure par jour. Mais enfin, qui étaient quand même, s'ils l'avaient utilisé plus de, selon les études, ça change, 196 heures, 200, enfin peu importe, avaient un risque augmenté de tumeur du cerveau. Et on doit lui rendre cet hommage. Il a été le premier à montrer cela. Ensuite, le CIRC avait proposé de faire une étude internationale, comme les tumeurs du cerveau sont quand même relativement rares, dans 14 pays. Ça a été l'étude Interphone, qui, elle aussi, a trouvé que les plus gros utilisateurs avaient un risque augmenté. Mais la façon dont les résultats ont été présentés a été de dire, mais c'est uniquement les plus gros utilisateurs. Il n'y a pas réellement un effet dose-réponse, pas une augmentation régulière en fonction de la durée d'utilisation. Donc, bon, oui, il y a quelque chose, mais c'est pas si fort que ça. Et donc, ça aboutit à une classification en cancérogènes possibles, la catégorie 2B, et rien de plus. Et je pense que à l'époque, vu les données qui étaient disponibles à l'époque, cette classification était juste. C'était donc en 2011. Après, donc il y a eu cette étude du NIHS, il y a eu l'étude du Ramazzini, donc des études expérimentales qui ont trouvé donc en plus le même site de cancer, donc ça c'était quand même très bien. Donc ça pourrait, si on voulait, une réévaluation qui mènerait à un 2A. 2A, Non, c'est pour monter probablement, au groupe 1, oh qui non, est un cancérogène probable, probable, pour monter au groupe 1, qui est un cancérogène sans aucun qualificatif, donc un cancérogène avéré, on est avéré. sûr que c'est cancérogène, euh, on n'avait pas assez. Est-ce que depuis, on a eu plus? Oui. Il y a eu d'autres études qui témoignent, qui ont retrouvé ce risque de cancer du cerveau, une étude en France, celle de Kourou, toujours chez les gros utilisateurs. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que plus on attend, beaucoup poussent pour une réévaluation,
Moi, je n'ai pas poussé pour une réévaluation. Je disais non, ne poussez pas trop, parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que depuis 2011, des études se sont multipliées Mhm. qui sont des réanalyses, des systematic reviews, des revues Oui, systématiques, qui comme sont ici, un type plus sophistiqué de, de réanalyse, Mhm. mise ensemble d'études, Mhm. qui veulent s'intéresser aussi, beaucoup d'études qui veulent s'intéresser aux mécanismes Mhm. et les conclusions de ces WHO reports, comme on les appelle, qui ne sont pas des WHO reports, qui sont des groupes de travail qui ont été mis en place à la demande de l'OMS, eh bien, maintenant, toutes sont présentées comme négatives parce que ces groupes de travail travaillent essentiellement à démontrer que dans les études qui ont été positives, il y avait des biais. Alors, aucune étude épidémiologique, aucune étude expérimentale n'est jamais dépourvue de tout biais. Dire que pour autant, on doit les jeter à la poubelle, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Mhm. Et la question qui m'ulcère le plus, comme je dis, avant de partir pour le plus grand voyage, je voudrais faire quelque chose, c'est la question des tumeurs du cerveau chez l'enfant. Lorsque la monographie du cirque s'est tenue en mai 2011, il n'y avait pas d'études spécifiques sur les tumeurs du cerveau chez l'enfant. Donc évidemment, ça n'a pas été considéré. Par rapport au Mais en téléphone fait, portable, oui, pour le téléphone portable. Mais en fait, il y avait une étude qui n'a pas été signalée. Et ça me fait mal parce que peu après, la monographie s'est tenue au mois de mai et mi-juin est sortie une étude, céphalo, sur les tumeurs du cerveau chez l'enfant et l'adolescent qui a été faite dans 4 pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, plus la Suisse, qui est présentée partout comme une étude négative. Dans cette étude, il y a 116 odds ratios, mesure du risque, l'estimation du risque relatif. Un risque qui est inférieur à 1, ça veut dire un effet protecteur. 1, il n'y a pas d'effet. Plus grand que 1, il y a un risque. Il y en avait 96, je crois, enfin en tout cas 84% des odds ratios présentés étaient supérieurs à 1. Alors, ça allait de 1,01 à 6, quelque chose. Et il y en avait 7 seulement qui étaient statistiquement significatifs, dont un seul était présenté dans le texte, alors que les autres, il fallait lire tous les tableaux systématiquement. Comme j'ai toujours dit aux étudiants, vous ne lisez surtout pas le résumé pour commencer, vous lisez le papier, vous lisez tous les tableaux, tout ce qui est écrit en tout ouais, petit, qui s'apprend une loutre sur le tableau, et vous mais, lisez aussi les remerciements mais qui parlent pourquoi, parfois des sources de pour- financement. pourquoi est-ce que les chercheurs ne mettent pas toujours les données les plus probantes dans leur résumé, comme justement Non, le fait de parler 17 minutes par jour pendant 10 ans au cellulaire contre mais le crâne? je pense qu'ils ne le mettent pas s'ils ne veulent pas le mettre et que dans ce cas précis, ils ne voulaient surtout pas le mettre. Donc, comme 90% malheureusement des gens qui lisent des articles scientifiques, et puis maintenant c'est de pire en pire, vu la pléthore de choses que l'on trouve en ligne, dans les papiers, eh ben, ils ont conclu qu'il n'y avait rien parce que le résumé disait que il n'y avait pas d'argument en faveur d'un risque pour Mais, la tumeur du cerveau. mais pourquoi est-ce Donc, que je suis cynique de dire qu'ils ne veulent pas le mettre pour pas déplaire aux gens qui financent l'étude? Est-ce que non, c'est mais je aussi bête? pense qu'ils ne voulaient pas le mettre. Alors là, mais après, bon, je vais risquer d'être attaqué en diffamation. Il y avait parmi les auteurs de cette étude des gens que je qualifie de négationnistes, notoire et que maintenant, quand vous lisez les articles scientifiques épidémiaux, comme je suis une vieille, un dinosaure, si je lis les noms d'auteurs, je sais déjà quelle sera la conclusion. Euh,
avec parfois l'honnêteté de reconnaître que certains ont été financés par l'industrie, d'autres qui n'ont même pas cette honnêteté. Euh, donc, en plus, cette étude, il y avait trois des co-auteurs qui étaient dans la monographie. Donc, évidemment, qui savaient qu'elle existait, ok? Un comme expert, non, deux comme experts et un comme secrétariat, donc un membre du CIR. Donc, ils savaient très bien que cette étude existait. En général, j'ai passé 22 ans au CIR. Donc, j'ai fait plusieurs monographies. J'ai participé à plusieurs monographies. Quand on savait qu'une étude allait sortir, le cirque s'adressait à la revue où elle était soumise pour demander qu'il y ait une revue plus rapide pour qu'éventuellement on puisse l'inclure dans la revue, dans la monographie. Ça n'a pas été fait. Ça a été totalement ignoré alors qu'elle est sortie 15 jours après. Si elle avait été présente, comment aurait-elle été considérée? Pour ceux qui ont la religion, et c'est une religion, du statistiquement significatif, ils auraient dit il n'y a rien. Mais non, quand une étude est statistiquement significative, non statistiquement significative plutôt, c'est en général parce qu'elle est trop petite. Ouais. Donc, automatiquement, les intervalles de confiance, donc les bornes que l'on met autour d'une étude, la précision vont être très larges et donc vont inclure la valeur nulle. Mhm. Mais le fait qu'un résultat est non statistiquement significatif ne dit rien de la précision de la valeur de l'odds Ouais. ratio, dit que l'étude est trop petite. Et donc après, de dire que c'est par chance qu'on a obtenu ce résultat, ça, c'est vraiment pas le vocabulaire adéquat, c'est Mhm. juste une étude trop petite. Je ne voudrais pas soupçonner l'étude d'avoir été arrêtée avant qu'elle ne devienne statistiquement significative, mais bon, on peut quand même se poser la question. Mhm. Et le pire est encore à venir, puisque à la suite de cette étude, quand même, il a été décidé de faire une étude plus grande, avec beaucoup plus de cas, pour l'enfant, l'adolescent, l'adulte jeune, et ça, c'est Moby Kids. C'est une Moby étude Kids. qui a été faite par la même équipe, la personne responsable, c'est la même que pour Interphone, mais c'est entre l'âge de 10 et 24 ans, donc enfants, ados et adultes jeunes. Cette étude a été faite dans 14 pays. Elle a démarré il y a longtemps. La collecte des données s'est terminée en 2015. Et moi, j'attendais. C'est comme le désert des Tartares, Dino Buzzati ou en attendant Godot. J'attendais les résultats. En 2017, le 13 janvier, c'est une obsession chez moi, cette étude. Donc, je lis dans la tête, je suis pas en train de regarder un papier. Cette étude, ils ont dû envoyer, puisqu'ils avaient reçu quand même 25 millions d'euros de la Commission européenne, un rapport final. Donc, ils ont envoyé un rapport final où il est écrit, étant donné l'intérêt de la population pour ces résultats, on peut soupçonner, puisque maintenant tout le monde utilise un téléphone portable, nous devons être extrêmement prudents. Bien. Et donc, nous ne donnerons dans ce rapport aucun résultat avant qu'il n'y ait une étude publiée dans une revue avec comité de lecture. Parfait. 13 janvier 2017. Et j'ai continué à attendre. Ouais. Moi Finalement, aussi. l'étude est sortie entre Noël 2021 et le premier de l'an 2022, donc dans un premier numéro d'une revue Environmental Health, je crois, euh, début 2022. Donc, il a fallu 5 ans pour que les 55 auteurs de cette étude, sans Entendre. doute, se mettent d'accord sur comment la présenter. Mhm. Et là, ça a été la déception de ma vie en lisant cette étude, parce que même si j'ai 2 masters, un PhD en épidémiologie, en biostat d'Harvard, une petite université inconnue comme chacun sait, eh ben, je ne comprends pas les résultats.
la façon dont les résultats sont présentés et pour calculer, ils prétendent calculer un risque en quelque sorte par presque grammes de tissu exposé. Comment on arrive à ça? Des algorithmes. Évidemment, ces algorithmes ne sont pas disponibles. Donc, autant avant, on pouvait recalculer, il y a très très longtemps, les autres ratios, il suffisait d'avoir un crayon, un calculateur, on pouvait recalculer. Maintenant, on ne peut plus, parce que dans toute étude, il y a des modèles logistiques pour contrôler pour des facteurs de confusion. Ça, c'est très bien. Mais par contre, moi, j'aurais quand même aimé voir dans ces tableaux les autres ratios par la localisation de la tumeur. Est-ce que c'était du côté où on tient le téléphone ou de l'autre, Ouais. contrôle ou ipsilatéral? Mhm. Il y a un morceau, un petit morceau de tableau qui concerne le lobe temporal, donc qui est le lobe quand même le plus exposé, où Ouais. là, il y a quelques autres ratios qui sont supérieurs à 1, plus pour les plus exposés, là encore. Mais bon, il ne s'attarde pas là-dessus. Et en Mhm. fait, après, il présente beaucoup d'autres ratios qui sont tous inférieurs à 1. Donc, ils écrivent que quand même, ils ne peuvent pas conclure qu'il y ait un effet préventif de protection, n'est-ce pas, de la téléphonie mobile, que sans doute il y a eu des biais, mais que s'il y avait vraiment un risque, eh ben, il sera vraiment tout vêtu. Et là, je ne peux pas recalculer. On ne peut pas recalculer, sauf si on a l'accès aux données. Euh, Parce que ces algorithmes, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que à la fin, dans les remerciements, il est écrit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt des auteurs. Mais si on lit, en sortant une loupe, surtout maintenant que je viens vieille, les affiliations de certains auteurs, il y Mhm. en a un déjà qui travaille pour France Télécom, pour la téléphonie mobile. Il travaille. C'est le laboratoire de détermination des expositions qui dépend de France Télécom. Pour le Canada, l'étude a été en partie financée par le Wireless Industry. Donc, comment ces gens-là peuvent dire qu'ils n'ont pas un conflit d'intérêts? Mhm. Ils étaient employés. Et quand j'ai obtenu les documents de la Commission européenne, parce qu'on a demandé dans tous les rapports intermédiaires, on se rend compte que le Work Package qui s'occupait de l'exposure assessment, donc ce qu'il y a de plus important, comment déterminer l'exposition, a été confié à Orange, donc à l'industrie du téléphone. Donc évidemment, après, ils ont pu développer un magnifique algorithme que je ne peux pas juger, on ne peut pas le juger sur le papier. Faisait leur affaire. Finalement, ils ne trouvent rien. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, c'est pas possible. Cette étude est enfin sortie. Ce n'est pas tous les jours qu'on aura des études à 25 millions d'euros. Ouais. Et elle est ininterprétable, même pour un lecteur avisé, ce que je crois être dans ce domaine. Mhm. Donc là, ça parle de l'influence de l'industrie sur les chercheurs. Ben, j'aimerais en Et je parler, pense mais que ça, c'est si un vous problème permettez, majeur. je- j'aimerais en parler, mais oui, toute cette question des conflits d'intérêts m'intéresse. Moi, j'ai un bac en sciences politiques quand j'ai commencé à l'Université de Montréal avant de faire un certificat en communication et un diplôme de deuxième cycle en journalisme. Il y a plusieurs années, à deux reprises, j'ai rencontré le docteur Anthony B. Miller, professeur émérite d'épidémiologie à l'Université de Toronto, qui a 93, 94 ans, je crois. Il a aussi le cancer de la prostate, je crois. J'ai de la misère à le joindre récemment, mais il m'avait Non, mais dit que, actuellement, il m'avait dit qu'en 2011, l'OMS, le cirque, lui avait demandé de réviser la bibliographie du classement 2B, peut-être cancérogène, des radiofréquences. Donc, ça veut tout dire au sujet de sa crédibilité. C'est le seul individu à qui on a demandé de réviser la bibliographie. Et puis, quand je l'ai invité à Montréal, il m'avait
dit être très inquiet. Ben, au début, je crois en 2007, 2008, là, il avait dit, pour moi, c'est probablement cancérogène. Il y a assez de données pour dire que toutes les radiofréquences sont probablement cancérogènes. Et quelques années plus tard, après le USNTP Ramadini, il a dit que ça devrait être un classement, un A, cancérogène avéré. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'autrefois, le cirque, donc le Centre international de recherche sur le cancer, décide d'étudier des substances prioritaires et là, va chercher des experts à l'extérieur de l'OMS. Et il me dit, autrefois, c'était toujours des gens indépendants. Et là, il me dit que ces dernières années, il est inquiet. Mais qui siège sur ce comité qui fait la révision ou qui prépare une révision qui a été reportée à deux, trois reprises sur les radiofréquences? Et ce que j'ai appris même, c'est que Michael Rapapoli, ce médecin qui a dirigé le projet de recherche sur les ondes à l'OMS pendant 10 ans, qui a préparé sa dauphine, Emily Van de Winter, qui a siégé après lui, et c'est lui qui a fondé le fameux organisme ICNIRP, qui est la chronique anglophone, donc des gens souvent financés par l'industrie. C'est un ancien fonctionnaire de Santé Canada, ce monsieur-là. Et donc, c'est pas être conspirationniste que de regarder qui sont ces personnes-là. Euh, donc, vous dites que vous n'êtes pas en faveur de pousser pour une réévaluation. Euh, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? J'aimerais montrer ce que Joel Moskowitz a fait. Il a poursuivi l'État de la Californie qui tardait à Oui, oui, publier sa mise en garde, qui est sortie il y a quelques années oui. et que j'ai trouvé quand même intéressante. Je veux juste montrer. C'est quand même le département de la santé publique de l'État de la Californie qui dit, ben, même si la science évolue, on sait qu'il y a des études sur les tumeurs donc, du cerveau, le nerf acoustique, les taux de spermatozoïdes et la motilité des spermatozoïdes et les maux de tête, les problèmes de comportement, de mémoire, tous ces problèmes qu'on voit chez les enfants, entre autres. Donc ça, c'est peut-être pas concluant, mais c'est quand même lourd comme inquiétude, non? Ah, mais moi, je connais toutes ces personnes, donc je connais très bien Tony Miller, je connais Moscovitch, moins, mais en tout cas, je sais ce qu'ils font. Euh, je suis vraiment de plus en plus inquiète sur l'indépendance des chercheurs, parce que j'avais toujours dans le mythe de ma vie le chercheur du système public, le chercheur public indépendant qui ne dépendait pas de l'industrie, qu'on pouvait opposer aux chercheurs payés par l'industrie. Là, c'était simple finalement. Euh, mais le problème, c'est que l'industrie du tabac a fait la même chose. Donc, c'est une vieille histoire depuis les années 50 réussit à infiltrer tous les systèmes, alors les systèmes académiques, mais même les instituts de recherche publique, comme l'INSERM en France, ou comme après aux États-Unis, on peut se poser des questions sur NIHS, sur le CDC, etc. Certainement qu'il peut y avoir des personnes qui sont infiltrées et qui vont travailler à démontrer que ce que l'on a trouvé auparavant n'est pas valable. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'inquiète le plus dans le domaine des champs électromagnétiques, mais pas que, avec notamment cette grande insistance sur les mécanismes pour dire ah mais si le mécanisme n'est pas le même chez l'humain et chez l'animal, donc on ne peut pas extrapoler de l'animal à l'humain, etc. Alors qu'en fait, pour beaucoup de cancérogènes, le site du cancer n'est souvent pas le même et ça nous a jamais gêné dans le passé. Alors, est-ce que dans le passé, le cirque fonctionnait de façon trop primitive? Je ne crois pas. La personne qui a mis en place le programme des monographies, Lorenzo Tomati, un Italien, était vraiment très intéressé à avoir une perspective de santé publique et il a commencé d'ailleurs par essentiellement étudier les produits chimiques et le milieu professionnel. Que les personnes qui sont exposées de façon professionnelle
sont exposés beaucoup plus que dans l'environnement général. Bon, ça, c'est le cirque a créé les monographies, je crois, en 69, donc c'est vieux. Au fil des ans, finalement, l'unité des monographies a changé de directeur, a changé d'emphase de travail et depuis une quinzaine d'années maintenant, s'intéresse beaucoup plus à ces études mécanistiques ou à des études sur les systèmes cellulaires aussi, pour ne pas utiliser un animal d'expérience pour la défense des animaux, qui sont très difficiles à extrapoler. Et parce que bon, une cellule toute seule, bon, elle peut devenir cancérigène, elle peut mourir, mais enfin quand même, moi je trouve que ça remplace pas un animal d'expérience. Pourtant, j'ai très longtemps fait partie de la SPA, de la Société protectrice des animaux. J'aime les animaux, mais il est vrai que je préfère exposer des petits rats ou des petites souris plutôt que des enfants à un produit nouveau. Donc, le fait qu'on s'éloigne, et c'est vrai au niveau international, des études chez l'animal d'expérience pour la protection des animaux me paraît une mauvaise nouvelle. Et en ce qui concerne l'épidémiologie, peut-être que nos outils étaient très bruts de base, un questionnaire, essayer de retrouver des dossiers. Pour les produits chimiques, c'est un peu mieux parce qu'on peut mesurer s'il y en a dans le sang, s'il y en a dans les graisses, etc. Des marques de l'exposition à la téléphonie mobile, on n'a pas qui soient réellement démontrées. Après, certains disent qu'ils en ont d'autre part, puisqu'ils n'ont pas de groupe témoin, donc on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Mais moi, je pense que si on a une prospective de santé des populations, j'aime pas le terme de santé publique, de santé des populations, eh bien, si on démontre qu'un produit est dangereux, finalement, même si je ne connais pas le mécanisme, pour moi, ça me suffit. Et puis, s'il est dangereux en France, il n'y a pas de raison que brutalement, si on l'exporte en Afrique, il soit totalement anodin. Et ce qui me préoccupe vraiment, c'est que dans les 10 dernières années, là, pour les champs électromagnétiques, y compris au cirque, il y a des personnes qui travaillent à refaire les analyses pour démontrer que l'étude interphone, finalement, elle était biaisée, que les études de Hardel, elles ont leurs limites. Et ma peur, la plus grande, c'est que si réévaluation il y a, elle est prévue pour la deuxième moitié de 2000, enfin après 2025, pas tout de suite, mais elle est dans la liste 2026, dans les des priorités. réévaluations prévues. J'ai peur que ça descende au niveau 3 et qu'on dit on ne peut pas conclure que ce soit un cancérogène. Et ça Ben, va dans le même sens qu'un rapport français qui vient d'être enfin, présenté pour justement commentaire public de l'ANSES, que j'ai revu, 364 pages, et j'ai fait des commentaires, notamment sur les tumeurs du cerveau chez l'enfant. Il a conclu aussi que non, on n'a pas d'argument pour dire que c'est cancérigène, on n'a pas d'argument pour les tumeurs du cerveau chez l'adulte, on n'a pas d'argument chez les tumeurs du cerveau chez l'enfant, on n'a pas d'argument pour rien du tout. Après, il y a des pages et des pages et des pages d'études sur les systèmes cellulaires, des trucs. Bon, moi, je ne peux pas réellement juger, mais ce que je juge, en plus, il regarde maintenant appareil par appareil. Donc, le cancer du cerveau, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du ceci, pour certains, pratiquement pas d'études. Et en tout cas, donc la conclusion, évidemment, c'est que rien parce qu'on n'a jamais cherché. Et ça me fait extrêmement peur. Euh, alors, pourquoi des gens font ce travail? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire parce qu'ils sont payés par l'industrie, j'en sais rien. Mais je trouve qu'on va quand même dans une direction qui est très dangereuse. Alors, qui va aller contre ça? Bon, moi, je sais pas. Je ouais. pense que ça m'a fait faire dans ma carrière et même sur un plan personnel.
Donc, je me suis jamais collé l'étiquette lanceur d'alerte comme certains parce que je trouve que j'aime pas cette étiquette. Je suis pas lanceur d'alerte. C'est une J'ai chercheure été un indépendante. médecin et un chercheur honnête qui fait son travail et Mhm. qui est rentré en médecine parce qu'elle voulait protéger la santé des populations et empêcher que les gens soient malades. Point final. Mais c'est ce que je J'ai vois pas, comme journaliste pas de depuis 30 sang, ans. j'ai pas de sifflet. C'est ce que je vois depuis 30 ans Mais comme journaliste. C'est souvent des médecins qui sont tombés malades eux-mêmes ou leurs proches, qui n'étaient pas particulièrement militants, mais qui ont vu que la vérité était cachée. Tony Miller qui disait que justement les gens indépendants maintenant sont écartés par le cirque. ben oui, c'est Euh, sûr. mais donc, le public dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit faire si on revient Qu'est-ce qu'il donc doit faire le public? à la prévention? C'est un peu comme les changements climatiques. On dit aux gens, bon, prenez l'autobus, mangez moins de bœuf, tout ça, mais on oublie l'impact des politiques, hein. Donc, il faut, il faut Ah ben voter. oui, Il faut voter pour les gens exactement. qui nous défendent certainement. Mais si on Mais veut oui, prévenir non, le non, moi cancer, je pense que finalement, bon, les scientifiques, j'espère qu'il y en a encore quelques-uns qui vont continuer à faire leur boulot sérieusement, mais bon, la recherche publique est très mal payée, donc ça n'attire pas les gens qui veulent bien gagner leur vie. Ils seront beaucoup mieux payés dans l'industrie, ils seront beaucoup mieux payés s'ils se font acheter. Donc la science, j'espère qu'elle va continuer à faire son boulot correctement. Et puis après, je pense qu'il faut passer au plan judiciaire. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais en fait, peut-être que pour avoir des téléphones qui irradient moins, eh bien, il faut faire des procès fabricants de téléphones, des procès à l'américaine où vous demandez des centaines de millions de dollars si vous hmm, avez fait votre honneur. Peut-être qu'ils en ouais, auront marre de payer. Et puis après, mon grand espoir, mais ça je l'ai complètement perdu, c'était les politiques, parce que c'est eux qui peuvent passer des lois pour protéger. Mais un politique, quand vous lui parlez de la prévention du cancer dans 20 ans, il s'en fiche, parce qu'en 20 ans, il ne sera plus là. ouais. Donc, les politiques, on n'y arrive pas. Et quand on voit, si on prend l'exemple des États-Unis, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans un gouvernement où il y aura un homme comme Kennedy? Donc, il y a beaucoup de plus, beaucoup de moins à dire sur lui, peu importe. Mais même si une personne quelconque dans ce gouvernement voulait faire quelque chose sur les champs électromagnétiques, sur les vaccins, sur n'importe quoi, et qu'à côté, il y aura quelqu'un comme Elon Musk qui veut envoyer, je ne sais pas, 15 000 satellites Ouais. supplémentaires là-haut, euh, qui va l'emporter? Mais ça a toujours Et été comme alors, ça que parce peut que faire la c'était même. population? La population, elle peut essayer à sa petite échelle de faire ce qu'elle peut, d'éviter de coller son téléphone à l'oreille. Enfin, en 2008, avec David Servan-Schreiber, on avait fait un appel pour dire aux gens, faites attention quand vous téléphonez, etc. Au niveau de quartier, les gens peuvent s'associer pour essayer d'éviter qu'il y ait une antenne juste à côté de l'école, pour essayer qu'on ne balance pas des pesticides à la limite de l'école. Alors maintenant, en France, ils ont créé une distance de sécurité qui est De de combien? 10 mètres. C'est 10 ridicule. Enfin, mètres. c'est ridicule. 10 mètres Et seulement. donc, se battre pour que les politiques changent. Mais pour ça, il faudrait qu'on change les politiques, parce que ce qu'on a à l'heure actuelle, que ce soit de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre, je ne crois pas qu'ils feront quoi que ce soit. Eh oui, Et David. voilà la jeune experte en prévention du cancer. Voilà, oui. Maintenant, avec quelques cheveux blancs en plus. Mais moi, toujours là, le pauvre David, c'est dommage qu'il soit parti trop tôt parce que lui était d'abord, c'était un médecin, un scientifique, même si MD, PhD comme moi, mais avec un nom qui portait parce qu'il connaissait beaucoup de monde. Mhm. Et puis, comme il était lui-même touché par la maladie, vraiment, il a fait tout ce qu'il pouvait, on a fait tout ce qu'on pouvait. Hier, j'étais très déçue parce que je parlais de ces sujets avec une jeune femme. Elle me dit, c'est qui ça? Mhm. Bon, donc bon, c'est vrai, on est du passé, mais On est des il dinosaures. faudrait trouver comme ça Mais l'individu rare, bien né, qui a des connexions, parce que David, comme son père, un
homme Mais politique vous avez, français. vous avez parlé du virage à Les droite des portes sont ouvertes. politiciens. Oui, ça me fait penser, là, c'est certain que les gouvernements virent à droite, c'est très conservateur, de plus en Oui, plus amis avec l'industrie, mais de mémoire, c'était Al Gore, l'ancien vice-président de oui. Clinton, qui a, je crois, stoppé la recherche sur les ondes à l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Donc, qu'il Mais soit à là droite, maintenant, qu'il oui, soit à là droite ou à maintenant, il y a gauche. la nouvelle étude du NIHS qui devait aller plus loin que la première, elle a été arrêtée. Elle a Oui, été oui, arrêtée au bout de 4 ans. Donc, elle a été arrêtée alors que déjà, il y a eu de l'argent qui a été dépensé. Et là, oui, on ne sait plus. Ron Melnick, qui avant travaillait au NIHS, bon, lui aussi, il avait été réduit comme moi à témoigner sur la première étude du NIHS en tant que private citizen. Mais enfin, bon, peu importe. Moi, il avait dit ce qu'il voulait. On avait dit ce qu'on voulait, mais maintenant, les études ont été arrêtées. Donc, et comme je vous dis, une étude épidémiologique, 25 millions de dollars, personne ne va les mettre maintenant. Enfin, je oui. ne sais pas. Ben, c'est pour ça que, comme journaliste, moi, je cherche toujours des gens indépendants, comme Linda Birnbaum, qui était la patronne du Oui, NIHS. Lorsque ces gens-là sont à la retraite, ils sont pas mal plus loquaces. Euh, mais donc, si on revient en conclusion à cette question de prévention, ben, dites-moi, pour vous, comme le cancer de la prostate, parce que nous, au Québec, on a été très touchés par ça. Avant que j'ai mon diagnostic, on a Carl Tremblay, des Cowboys fringants, à 47 ans, qui a eu un cancer de la prostate foudroyant, qui est décédé. C'était notre grande vedette, le groupe populaire favori. Et puis donc, heureusement, de plus en plus de jeunes hommes avant 50 ans se font tester. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu, pour prévenir le cancer de la prostate? Moi, je vous dis, ça fait 40 ans que je me suis pris en main et je me dis, bon, je suis peut-être trop mais sur mon derrière comme journaliste et il y a peut-être les chocs émotifs. Il n'y a pas beaucoup d'études sur les chocs émotifs, mais quand on parle aux oncologues, ils voient un pattern. Et on me dit aussi que c'est 3 ou 4 agressions répétées, je crois, le cancer. Pour le déclencher, c'est pas une seule agression, hein. bien sûr. Et c'est la durée d'exposition qui est beaucoup plus importante que la La dose à un dose. moment donné. C'était Ouais. déjà le cas pour le cancer du poumon. On disait que si on multipliait par deux le nombre de cigarettes fumées par jour, on multipliait par deux le risque de cancer. Et si on Mm. multipliait par deux le nombre d'années pendant lequel on fume, ça multipliait par 10. Ouais. Donc c'est surtout sur le long cours. Mais Mais maintenant, sur la si je- prostate, il y a pas grand-chose de net. Et parce que bon, l'alimentation, un peu, c'est pas dramatique. Le tabac, non, ça n'a rien à faire avec le cancer de la prostate. L'exercice physique, oui, c'est bon, mais enfin, il y a pas de choses qui aient vraiment un impact très, très marqué. Se laver au Une solvant, histoire moi radicale. j'ai fait beaucoup de peinture à l'alkyd quand j'étais jeune et j'avais plein de picots sur tout le corps. Je me lavais au solvant. Ça n'a pas dû aider, Oui, j'imagine, quand j'avais 20 ans. oui, mais les solvants, ça aurait dû vous donner plutôt un cancer de la vessie. Mais enfin bon, Ah, bon après, on n'a pas grand-chose. Après, le cancer de la prostate, c'est une maladie quand même du vieillissement normalement. Et en fait, on avait fait une étude dans les années 80 sur des autopsies systématiques à Trieste, en Italie, parce que Trieste, qui avait été autrichien à une époque, avait, pour une raison quelconque, l'autopsie extrêmement facile. Pratiquement tous les morts faisaient l'objet d'une autopsie pour rechercher quelle était la prévalence de cancer qu'on trouvait, qui n'avait pas fait parler d'eux, mais qui était là. Et pour la prostate, pour les individus de plus de 85 ans, c'est pratiquement 100%. Donc pratiquement tous les hommes finissent par faire un cancer de la prostate, qui en général ne les tue pas, parce que ouais, c'est quand même un cancer chez le vieux, comme je l'ai dit. En général, tous les cancers chez les personnes âgées, finalement, sont relativement peu agressifs, ils sont là, bon, et puis voilà. Mais si on les cherche, on les trouve. Donc ça, c'est tout le débat qu'il y a eu il y a 10 ans sur le PSA, le prostate, l'ASP. Ouais. antigène spécifique prostatique, en français Mhm. ASP. Euh,
si on le cherche, on le trouve. Et on le trouve chez les sujets jeunes. Est-ce que pour autant il doit être toujours traité? Oui, non, ça c'est à discuter avec la personne, parce qu'il y a des effets sur aussi la fonction sexuelle, etc. La radiothérapie, ça entraîne des troubles digestifs. Enfin, c'est pas facile à décider, mais on en trouvait tellement que finalement, les pays comme les États-Unis, le Canada, la France, tout le monde a fait marche arrière sur le dépistage systématique de la prostate parce qu'on en trouvait trop et qu'il n'y avait pas des cancers méchants. Mais maintenant, c'est vrai que pour la prostate, comme pour le cancer du sein, comme pour la plupart des organes endocrines où les hormones jouent un rôle important, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, euh, ça démarre très tôt, donc beaucoup plus tôt qu'avant. Donc là, c'est quoi? Ce sont les perturbateurs endocriniens, sans doute, à mieux étudier. Donc là aussi, c'est préoccupant. Puis si ça démarre chez un sujet jeune, eh bien, le cancer aussi sera plus en forme, donc il sera plus agressif. Donc, il y a plus de risques que ça devienne agressif au fil des années, des décennies. Oui, oui. Et puis, enfin, je me rappelle une conférence que j'avais donnée il y a 30 ans, au moins, peu importe, qui était organisée par les compagnies d'assurance sur la santé dans 50 ans. Il n'y a pas encore, mais enfin, c'est déjà pas loin. Et pendant cette journée, la plupart des médecins qui étaient intervenus avaient dit dans 50 ans, je guérirai toutes les maladies cardiovasculaires, je guérirai tous les problèmes cardiaques, je guérirai, enfin, ils guérirait, c'est tout. Moi, j'étais l'avant-dernière de la journée. Je me suis dit, bon, ils vont pas aimer ce que je vais dire. Et moi, j'ai dit, mais dans 50 ans, il y aura de plus en plus de cancers. Tout le monde aura un cancer, au lieu qu'il y en ait un sur deux, un sur trois. Et non, on ne les guérira pas tous. Il y en a encore qui vont en mourir. Donc, il n'avait pas du tout aimé ma discussion. Et puis, j'avais dit, puis on aura des cancers de plus en plus jeunes. Je me rends compte que j'avais parfaitement raison. Malheureusement, j'avais raison. Et ça, c'est dramatique. Donc, je pense qu'il faut en parler à la population sans les faire paniquer, parce que je trouve que faire peur aux gens, c'est pas un bon outil de santé des populations. Donc, chacun doit faire ce qu'il peut lui-même. Et pour l'environnement, si les gens sont conscients, après, il faut qu'ils fassent pression sur les politiques, il faut qu'ils se débrouillent un jour à élire des politiques qui veuillent agir sur ces questions, parce qu'un individu tout seul ne peut pas lutter contre l'antenne 5G sur le bâtiment d'en face. Mais pour ça, ça veut dire renoncer à certaines facilités. On vend la 5G aux individus en leur disant qu'ils vont pouvoir décharger leur film en quelques millisecondes. Regardez un film de 2 heures, quel est l'intérêt de le décharger en quelques Oui, millisecondes? Il n'y en a en pas. effet. Mais par contre, si on veut une voiture qui conduit toute seule, ou qui même, sans conduire toute seule, déjà, si elle se rend compte que vous commencez à rouler de travers, vous dit arrêtez-vous ou vous arrête la voiture. Tous les objets connectés, c'est pour les objets connectés qu'on a besoin de la 5G, qu'on a besoin de la 6G, etc. Plus des clouds gigantesques, des bases de données extraordinaires. Et là, l'individu tout seul, il ne peut rien. Donc, je pense qu'il y a la voie des procès au niveau individuel, et puis il y a la voie politique. Il faut un jour arriver à convaincre les politiques qu'eux aussi, ils peuvent mourir d'un cancer, donc ils devraient éviter, ils devraient s'occuper de ces problèmes. Ouais. Mais ce sera Mais difficile. évidemment, il y a aussi le fait que acheter, c'est voter. On peut résister à ces Oui, nouveaux bien besoins sûr, qui nous sont créés par les bien gens de sûr. marketing. C'est drôle parce que quand j'ai eu mon diagnostic, je pensais au docteur Fernand Turcotte qui a traduit ce livre américain qui disait on dépiste trop agressivement et on traite trop agressivement, Oui, notamment le cancer de la prostate. Alors moi, contrairement à ma femme, je n'étais pas paniqué quand j'ai eu le diagnostic. Mais là, je suis dans les souliers du patient qui doit décider, OK, oui, est-ce que je fais le suivi actif? Et on a un ami qui, lui, il l'a fait depuis 3 ans, mais là, c'est rendu dans ses ganglions. Et il y avait seulement 3 échantillons de sa biopsie qui étaient positifs. Moi, j'avais les 3 quarts, 8 sur 12, qui étaient positifs. Et puis, je ne voulais pas certainement
un jour vouloir être obligé de faire de la radio et de la chimio. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'ablation. Et en lisant un peu, j'ai vu que souvent la biopsie, c'est plus ou moins précis. C'est l'analyse pathologique ensuite de la tumeur retirée qui dit est-ce que c'est un stade 1, le Gleason 6 ou le Gleason 7? Et j'étais un stade 2, ce qu'on m'a confirmé cette semaine. Donc, déjà, j'étais un peu plus avancé, intermédiaire, mais pas agressif. Mais ça m'a Oui, oui, conforté dans ma décision, même si je suis en couche pour quelques mois pour la première fois depuis 60 ans, depuis 40 ans. Non, c'est une soixantaine d'années. Mais ce sont des gros choix bien sûr. qu'on tolère, hein, que les enfants, que les jeunes tombent malades comme ça. Euh, En conclusion, docteur Sasco, quel Et en plus, serait... de la même façon, vous avez parlé de la prostate, si on parle du sein, le cancer du sein chez la Oui, femme, oui. en fait, vous avez choisi la chirurgie. Et moi, j'ai toujours dit que la première chose que je ferais, si un jour j'avais un cancer du sein, c'est l'ablation. Et maintenant, on propose d'abord aux femmes de faire d'abord une chimiothérapie d'induction pour que la tumeur soit plus petite, pour qu'on puisse enlever qu'un morceau du sein. Mais la chirurgie, finalement, c'est quelque chose qui marche très bien. Et si on n'a pas besoin indispensable à la vie d'un organe, moi, je pense que la chirurgie, c'est très bien. Enfin, bon, ça serait mon choix personnel. Hmm. Euh, Après, la chimio, la radiothérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires. Pour certains tumeurs, c'est absolument indispensable. Mais moins la chirurgie. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont un cancer du sein et qui ont demandé une chirurgie, voire une mastectomie, où on leur dit non, on peut faire mieux. Oui. Leur sein, il est à elles, c'est à elles de décider. Et c'est pareil pour la prostate. C'est vrai que c'est un choix très difficile, mais à mon avis, je pense que vous avez fait le bon choix. Euh, et puis après il faut éviter de paniquer surtout, mais il y a la chirurgie, ça marche très bien, c'est plus à la Ben, mode. on ne peut pas blâmer les médecins de vouloir faire des thérapies moins invasives, mais moi, je peux dire que Oui, la chirurgie robotique que j'ai eue dans l'abdomen, oui, oui, ma foi, je n'ai eu aucune douleur, bien aucune sûr. fatigue. J'ai eu une petite infection urinaire réglée instantanément après une demi-journée de souffrance. Avec les antibiotiques, ça a été réglé. Et ça fait un mois, j'ai recommencé à bouger. Je retourne au tennis dans 3 semaines. Je suis très heureux, même si je dois régler des fuites urinaires. Mais en terminant, je voudrais vous demander, vous, en tant qu'experte, quels sont les polluants aujourd'hui si on parle, bon, que de plus en plus de gens ont cessé de fumer, prennent moins d'alcool, bougent davantage, beaucoup de gens et mangent mieux. Quels sont les polluants qui vous inquiètent le plus, qui, selon vous, augmentent ces cancers plus agressifs chez les jeunes? Ce sont les polluants de l'environnement, parce que les polluants, enfin les facteurs de risque personnels, ceux-là on les connaît, et même la population les connaît Mm. maintenant. Donc Mais l'étape les plus suivante, c'est inquiétants, vraiment est-ce que c'est les l'environnement. pesticides? Les pesticides dans les aliments, par exemple, vous Les mangeriez bio? pesticides, oui, bien sûr, les pesticides dans les aliments, les hormones dans les aliments. J'ai passé 13 ans de ma vie en tant qu'expert européen dans le conflit qui opposait USA-Canada ensemble contre l'Europe sur l'importation de la viande aux hormones, du bœuf aux hormones, puisqu'ils voulaient nous vendre ce bœuf. En plus, c'était un marché qui est relativement réduit, l'Europe, pour eux. Mais c'était le fait de dire que si ça se savait en Amérique du Nord, c'était quand même pas bien. Pour démontrer que les animaux que l'on traite aux hormones, tout simplement avec un objectif très simple, c'est que comme ça, la prise de poids est beaucoup plus rapide. Donc, on peut les amener à l'abattoir avant, Ouais. donc on gagne à peu près $100 par tête, mais évidemment, c'est un beau de 5 000 têtes et une somme considérable. Donc, la viande aux hormones, il nous a fallu 13 ans, 3 rounds devant l'Organisation mondiale du commerce pour que finalement l'Europe soit déclarée gagnante, puisqu'on payait des millions d'euros d'amende parce qu'on refusait
cette viande aux hormones, et donc on mettait une barrière, unfair barrier trade, une barrière injuste à la libre circulation des marchandises. Bon, Hmm. l'Europe a gagné. Maintenant, c'est fini, ça y est, ça passe à la poubelle, vu que avec les traités que Macron a signés avec le Canada et avec le Mercosur, la viande, elle va revenir aux hormones. Donc, je me suis dit, bah, 13 ans, Ah, ouais. alors ça, il va rester, ça revient. Mon Dieu. Donc, Et à part la nourriture, est-ce que les retardateurs de flammes dans les mousses plastiques, les vêtements et puis les champs électromagnétiques, ben, ça serait, est-ce que c'est dans les substances essayer qui vous inquiètent le d'avoir plus? des vrais meubles en bois, pas des agglomérés, tout ce qui est bon, les adhésifs, anti-adhésifs sur les poils, etc. Mhm. Donc ça Mhm. aussi d'éviter les poils avec ces produits anti-adhésifs. On n'a pas besoin de vêtements anti-flammes. Bon, les pompiers, oui, mais après, les pyjamas anti-flammes chez les gamins, il n'y en a aucun besoin. Tout ce qui est Euh, anti-taches également au fluor, les oui, antitaches oui, perfluorées, ouais. Et les champs voilà. magnétiques, est-ce que c'est dans comme le top 5 des polluants qui vous inquiètent? Je pense que les champs magnétiques, c'est Deux fois certainement plus. important parce qu'il n'y a pas que le cancer, comme vous l'avez dit, il y a ces problèmes d'électrosensibilité, il y a des problèmes pour la reproduction, sur la qualité du sperme, éventuellement aussi sur les ovaires. Et les maladies Pour la neurodégénératives? personne, ne pas garder de source de champ électromagnétique sur elle. Un téléphone, on peut le poser un petit peu plus loin. Mm. Essayer d'éteindre le Wi-Fi la nuit. Si on peut ne pas habiter en face d'une antenne, c'est mieux, mais ça, c'est déjà Mhm. plus difficile. Et je voudrais aussi qu'il y ait des recherches sérieuses qui soient faites sur les soi-disant tissus anti-ondes, cages de Faraday, etc. Parce qu'on vend beaucoup de gadgets à des personnes qui n'ont pas été correctement testées. Et donc ça, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un test indépendant, comme pour la science qui va tester les industries. Je pense que aussi dans le domaine de tout ce qui est alternatif, et ça, je Mhm. sais que ça ne plaît pas à tout le monde qui va écouter Ouais. ça, mais il faut, là aussi, il y a des charlatans, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent en Mhm. vendant des protocoles, des gadgets qui ne protègent pas finalement, qui peuvent rendre les choses pires, notamment des coques, des téléphones, de poudre, pour que le téléphone fonctionne, il va irradier encore plus. Donc, Mhm. il faudrait faire très, très attention là aussi, ne pas croire tout ce qu'on vous dit, quelle que Mais les soit la tissus, personne qui parle. ça m'intéresse ce que vous dites sur les tissus qui sont du coton avec du cuivre, de l'argent. Oui, On sait que ça va réfléchir oui. 97% peut-être des gens. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ces tissus-là? Non, dans les tissus, je pense que ça marche, mais je pense qu'on devrait les tester vraiment pour savoir quelle est la meilleure proportion de fils métalliques qu'on doit mettre à l'intérieur, etc. Enfin, c'est une vraie question. euh, pour être sûr qu'il y ait quand même des tissus qui soient bien protecteurs, l'histoire des peintures aussi sur les murs. Je pense que ça mérite d'être étudié de près parce que oui, après, chacun peut essayer de se protéger, soit en éteignant les appareils, soit après, protéger un appareil, finalement, on enferme les radiations, mais c'est résultat, l'appareil fonctionne moins bien, donc c'est pas non plus le but. Donc, Mhm. ça, c'est mon opinion. Après, voilà. Ben, Mais c'est je tout. pense que les personnes ont suffisamment de bon sens pour savoir un petit peu comment se protéger. Puis après, c'est des choses toutes simples. Dire aux gens, au moins, de ne pas mettre le téléphone dans la poche, surtout pas la poche avant. Pour les hommes, s'ils veulent continuer à avoir des spermatozoïdes qui soient en pleine forme, de leur pantalon. Moi, les femmes, en général, mettent le téléphone dans un sac, mais aux États-Unis, il y a des populations qui le mettent dans le soutien-gorge. Bon, il y a eu des cas de cancer du sein, donc ne pas garder toutes ces sources juste à côté de nous. Donc, quand on en a besoin, évidemment, là, on est devant un ordinateur, vous comme moi. Donc, des connexions filaires, plus le Wi-Fi, et puis après, pour l'extérieur, comme je dis, c'est sur les politiques qu'il faut travailler. Après, je ne suis pas pour
maintenant, ça fait 10 jours qu'on échange là-dessus, là, sur l'histoire de l'extrosensibilité et de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, pour qu'elle travaille, il faut des quantités de données absolument fantastiques. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours plus de ces centraux de données qui consomment une quantité d'électricité absolument effarante, Ouais. qui chauffent. Donc, euh, bon, et pourquoi, enfin, poser une question à l'intelligence artificielle, même si elle sait répondre, c'est comme lire seulement les résumés des articles. La réponse dépendra de ce qu'on a mis dedans. Et c'est pas nous, moi, c'est pas vous, c'est pas moi, qui allons décider qu'est-ce qu'il y a dans cette intelligence artificielle. Donc, comme elle sera dans les mains de ceux qui envoient 25 000 satellites dans le ciel, euh, qu'est-ce qui va nous prouver qu'ils vont pas mettre dedans juste des études où on dit tout va bien circuler? Ouais, ben Donc, moi je demande, j'ai commencé récemment par la ChatGPT, mais je demande toujours citer les sources et là je vais voir la source et souvent c'est une vraie farce. Ouais. eh oui, oui. Donc, il faut continuer un peu à travailler à l'ancienne, dit l'épidémiologiste dinosaure. Ben, c'est très sage comme conseil. Annie Sasko, on pourrait parler pendant des heures, on va Oui. récidiver, c'est vraiment, vraiment très enrichissant de vous parler. Je vous remercie infiniment, c'est déjà presque l'heure du midi ici au Québec. Alors, sur ça, écoutez, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, beaucoup de santé, de l'amour, la paix dans l'âme, et puis on récidive une autre fois. OK. Et vous Oui. m'enverrez le lien hein, que je puisse me voir aussi. Tout à fait. Merci encore. Merci à vous. Au revoir.